Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. La philosophie en commun, collection dirigée par Stéphane Doyer, Jacques Poulain, Patrice Vermeyren. Nourrie trop exclusivement par la vie solitaire de la pensée, l'exercice de la réflexion a souvent voué les philosophes à un individualisme forcené, renforcé par le culte de l'écriture. Les querelles engendrées par l'adulation de l'originalité y ont trop aisément supplanté tout débat politique théorique. Notre siècle a découvert l'enracinement de la pensée dans le langage. S'invalidait, et tombait du même coup en désuétude cet étrange usage du jugement où le désir de tout soumettre à la critique du vrai y soustrayait royalement ses propres résultats. Condamnées également à l'éclatement, les diverses traditions philosophiques se voyaient contraintes de franchir les frontières de langue et de culture qui les enserraient encore. La crise des fondements scientifiques, la falsification des divers régimes politiques, la neutralisation des sciences humaines et l'explosion technologique ont fait apparaître de leur côté leur faillite, induisant à reporter leurs espoirs sur la philosophie, autorisant à attendre du partage critique de la vérité jusqu'à la satisfaction des exigences sociales de justice et de liberté. Le débat critique se reconnaissait être une forme de vie. Ce bouleversement en profondeur de la culture a ramené les philosophes à la pratique orale de l'argumentation, faisant surgir des institutions comme l'école de Korčula, Yougoslavie, le collège de philosophie Paris ou l'Institut de philosophie Madrid. L'objectif de cette collection est de rendre accessibles les fruits de ce partage en commun, du jugement de vérité. Il est d'affronter et de surmonter ce qui, dans la crise de civilisation que nous vivons tous, dérive de la dénégation et du refoulement de ce partage du jugement. Dernière parution. Pierre-François Moreau et Lorenzo Vinciguerra dire, Spinoza et les arts, 2020. Thierry Marin, Les métaphysiques sacrificielles comme maintien de l'ordre cosmopolitique, 2019. Thierry Marin, Pour un communisme végétal. Critique des métaphysiques sacrificielles, 2019. Javier Agüero Aguilar, Chili, Les silences du pardon dans l'après-Pinochet, 2019. Raphaël Valim, État d'exception, la forme juridique du néolibéralisme, 2019. Remerciements. Ce travail n'aurait pas été possible sans le soutien de CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentine, qui m'a permis, grâce à sa bourse doctorale, de me consacrer sereinement à l'élaboration de la thèse qui est à l'origine à ce livre. Je remercie de même le ministère de l'Éducation de la République d'Argentine et le ministère de la Culture de la République française pour la bourse Saint-Exupéry, qui a contribué à rendre possible mon séjour de recherche à Paris. Les universités Paris 8 et Paris Lumière qui ont facilité ma participation à la Décade Deleuze à Cerisy-la-Salle, tout comme le DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, qui m'a permis d'explorer les trésors de la langue allemande. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers Andrés Oswald pour ses suggestifs plateaux, Alain Renaud pour avoir gracieusement autorisé l'utilisation de ses excellentes traductions de Kant, et par la même occasion les éditions du Seuil et Presse universitaire de France qui ont autorisé la reproduction des passages révisés. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m'ont aidé pendant l'élaboration de ma thèse et notamment mes directeurs, Patrick Vaudet et Marcelo Raffin, pour leur intérêt et leur grande disponibilité. Je tiens à remercier vivement Patrick Vaudet, Julie van der Wielen, Kepe Détain Marikian Awansu, Claire Touvenot, Lucas Rodriguez, Leonardo Rivero Torielli et Morgane Lerville pour leur révision. Enfin, j'aimerais tout particulièrement remercier Juliane Ferreira et les groupes de la Deleuziana et de la revue Ideas pour les interminables et passionnantes discussions partagées au sein de ce réseau grandissant, ainsi que Frédéric Rambaud, Patrice Vermeyren et Guadalupe Deza pour le lien franco-argentin. Liste d'abréviations. Pour les textes de Deleuze, on utilise les abréviations suivantes. Quant aux cours, on utilise les sites web La Voix de Gilles Deleuze en ligne et webdeleuze.com. ES Empirisme et subjectivité, 1953. QF Qu'est-ce que fondé 1956 à 1957. N. P. Nietzsche et la philosophie, 1962.
PCKLA Philosophie critique de Kant, 1963. N. Nietzsche 1965. BLE Bergsonisme 1966. PSM Présentation de Sacher Masoch. Le froid et le cruel 1967. PS Proust et les signes 1964-1970. SPE Spinoza et le problème de l'expression 1968. DR Différence et répétition 1968. LS Logique du sens 1969. AEL Anti-Oedipe. Capitalisme et schizophrénie avec Félix Guattari 1972. Kafka. Pour une littérature mineure avec Félix Guattari 1975. Des dialogues avec Claire Parnet 1977. Superposition avec Carmelo Benet 1978. MP1000 Plateau. Capitalisme et schizophrénie 2 avec Félix Guattari 1980. SPP Spinoza. Philosophie pratique 1981. FB Francis Bacon. Logique de la sensation 1981. IM Cinéma 1. L'image mouvement 1983. Haïti Cinéma 2. L'image temps 1985. F. Foucault 1986. PL Pli. Leibniz et le baroque 1988. PV Périclès et Verdi. La philosophie de François Châtelet 1988. PP pour parler 1972 à 1990, 1990. Cube Qu'est-ce que la philosophie? Avec Félix Guattari 1991. L'épuisé dans S. Beckett Quad. 1992, CC Critique et Clinique 1993. ABC l'abécédaire de Gilles Deleuze avec Claire Parnet 1997. Idées et l'île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953 à 1974, 2002. DRF2 Régime de fou. Textes et entretiens 1975 à 1995, 2003. Pour tous les textes de Kant, on utilise les œuvres complètes éditées par l'Académie des sciences de Berlin, Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften, Caen-Werke. Académie Textasgeib, Berlin Walter de Gruyter 1968. On indique A pour Academiosgeib, suivi du volume en chiffres romains, le numéro de page en chiffres arabes, et le numéro de ligne précédé par 2 points. Pour la critique de la raison pure et la critique de la faculté de juger, on se sert des traductions françaises d'Alain Renaud publiées chez Flammarion, abrégées CRP et CFJ respectivement. Dans tous les autres cas, les traductions sont de notre fait. Abteilung 1, Werke. A1, Vorkritische Schriften I 1747 à 1756. A2, Vorkritische Schriften 2 1757 à 1777. A3, Critique der reinen Vernunft 2. Offlage. 1787. A4, Critique der reinen Vernunft 1. Offlage. 1781, Prolegomena Grundlagen zur Metaphysik der Sion, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. A5, Critique der praktischen Vernunft, Critique der Urteilskraft. A6, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, die Metaphysik der Sitten. A7, Der Streit der Fakultäten, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. A8, Abhandlungen nach 1781. A9, Logique. Physique-géographie, pédagogique Abteilung 2, Briefwechsel. A10 sur 1747-1788, 2. Offlage. A11 sur 1789-1794, 2. Offlage. A12 sur 1795-1803, Anhang, 2. Offlage. A13, Anmerkungen und Register Abteilung 3, Handschriftlicher Nachlass. A14, Mathématiques, Physique und Chemie, Physique-géographie. A15, Anthropologie. A16, Logique. A17, Métaphysique. A18, Métaphysique. A19, Morale-Philosophie. A20, Bemerkungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und der Erhabenen, Rostocker Kant-Nachlass, Presschrift über die Fortschritt der Metaphysik. A21, Opus Posthumum. A22, Opus Posthumum.
A23. Vorarbeiten an Nachtrageabteilung 4, Vorlesungen. A24. Vorlesungen über Logik. A25. Vorlesungen über Anthropologie. A26. Vorlesungen über Physique-Géographie. A27. Vorlesungen über Moralphilosophie. A28. Vorlesungen über Métaphysique und Rationaltheologie. A29. Kleiner Vorlesungen und Ergänzungen. Toutes les traductions d'autres auteurs sont de notre fait. Préface. Ce travail est le fruit d'une recherche commencée au cours de l'année 2011. Au cours de cette période, le sujet s'est transformé dans la mesure où le problème s'est progressivement déterminé. Nous sommes partis de la suggestion d'une unification des deux esthétiques kantiennes, la théorie de l'intuition et la théorie du goût. Deleuze fait cette suggestion dans Différence et répétition, 1968, et dans Logique du sens, 1969. Notre objectif était alors de préciser de quelle façon Deleuze réunissait ces deux esthétiques, ce qui impliquait de connecter l'ontologie développée dans ces deux livres aux textes deleuziens consacrés aux arts. Or, de nouveaux problèmes ont émergé durant le processus d'écriture. S'agissant du rapport d'un philosophe avec un autre, il fallait d'abord examiner la lecture que le second effectue à l'égard du premier. Étant donné que Deleuze a publié un livre et une série de textes sur Kant, une analyse de cette lecture devenait indispensable. Comme on le sait, travailler un problème en philosophie signifie moins le résoudre que de le déterminer, en s'ouvrant à de nouvelles interrogations. Ainsi, se focaliser sur la lecture deleuzienne de Kant nous a amené à mettre l'accent sur un concept clé de la philosophie même de Deleuze, celui de sens commun. Si pour Deleuze le sensus communis était le fondement caché du système kantien, et ce par quoi Kant continuait à ancrer la philosophie transcendantale dans une image dogmatique de la pensée, il devenait impératif de mettre l'accent sur les manières de rompre avec celui-là. Plus encore si l'on tient compte du fait que la manière deleuzienne de penser cette rupture est elle-même inspirée de Kant. En effet, la dynamique des facultés dans le sublime kantien est en effet le modèle sur lequel Deleuze construit la scène d'une rencontre qui violente la sensibilité et éveille les facultés à un exercice libéré du joug du sens commun. À son tour, si Deleuze insistait sur le fait que Kant se limitait à chercher les conditions de l'expérience possible en lieu de celles de l'expérience réelle, en se conformant avec une logique du conditionnement sans atteindre la genèse, il devenait nécessaire de rendre compte de la logique transcendantale génétique forgée par Deleuze. D'autant qu'il prenait pour cette fin des outils internes à la tradition kantienne, rien de moins que le premier post-kantien, Maimon, et le fondateur du néo-kantisme, Cohen. C'est précisément le parcours de la recherche adopté dans ce livre, qui coïncide par conséquent avec son organisation. La première partie s'occupe de la lecture deleuzienne de Kant, telle qu'elle est développée dans la philosophie critique de Kant et dans une conférence de la même époque. La deuxième partie se concentre sur le rôle du sens commun dans la philosophie deleuzienne, et la sublime rencontre qui permet de rompre avec ces chaînes. La troisième partie, enfin, essaie de dessiner quelques traits concernant la façon dont le réel se constitue d'après Deleuze, aussi bien dans l'art humain que dans les autres. Introduction. 1. Le présent texte est une critique du sens commun. Si le sublime ou la rencontre y occupe un rôle essentiel, c'est dû à son potentiel pour se constituer en moyen d'y échapper. Le sens commun est pensé par Deleuze comme une harmonie donnée entre les données. S'il insistait dès son premier livre, 1953, sur l'indépendance des relations par rapport aux termes, il devient indispensable de se demander quelle est la nature de cette harmonie. Dans son étude sur Kant, 1963, Deleuze soutient que le sensus communis kantien est un avatar de l'harmonie préétablie leibnizienne, en attaquant le concept du point de vue de son manque de légitimité, quid juris. Dans Différence et répétition, 1968, cette critique est élevée à la splendeur d'un système de philosophie qui s'approprie la force de la critique kantienne, dans son esprit autant que dans sa lettre, pour réviser minutieusement les points aveugles du sujet de la révolution copernicienne, et construire une ontologie de la différence à partir de ses ruines. La description de ce mouvement constitue le noyau du présent travail. On se situe principalement dans la période précoce et moyenne de Deleuze, et nonobstant, on a l'espoir de souligner en même temps une transition.
Le dérèglement des facultés, la distance entre le visible et l'énonçable, entre l'œil et la main, est une constante qui traverse toute sa production. Bien que l'on s'occupe ici principalement de dessiner la façon dont ce dérèglement est pensé à partir de Kant, et dans le même temps, que l'on se concentre sur les œuvres où le philosophe comparaît le plus, il faut souligner que la position deleuzienne offre une variation à cet égard. Si l'Anti-Oedipe, 1972, l'un des pamphlets les plus beaux et complexes jamais écrits, présente déjà un geste de rupture quant au problème de la synthèse de l'hétérogène, on apprécie dans Mille plateaux 1980 une nouvelle théorie consistante. Nous ne pouvons pas nous vouer ici in extenso à cette dernière, mais il suffit d'observer que le concept d'agencement se substitue à celui d'idée en tant que nœud de la synthèse disjonctive, c'est-à-dire du lien entre l'incommensurable. Dans Foucault 1986, la dimension politique de la synthèse déjà présente dans les agencements prend le nom de pouvoir. Cependant, le pouvoir n'est pas le dernier mot. Peut-être le terme de praxis donne-t-il une meilleure idée de ce qui est pensé dans les textes de Deleuze comme la construction d'un monde à partir de fragments. Un morceau de vision et un bout d'énoncé, une image et un son, une sensation, un souvenir de quelque chose qui n'a jamais été présent et une conscience de soi comme un autre. Ce sont là à peu près les miettes éparses à partir desquelles une expérience non assujettie aux conditions imposées par le sens commun est construite. Percevoir la distance entre ces ordres, leur irréductibilité ou leur différence de nature, c'est le premier pas vers une émancipation qui nous habilite à construire ces ponts de façon créatrice. 2. Différence et répétition à quelque chose de la naissance de la tragédie. Un monde dionysiaque de volonté de puissance, où différence et devenir se masquent dans la multiplicité des visages de la nature. Transmutation constante, carnaval de l'excessif qui adopte des figures, étendues qualifiées, comme des poses dans une danse, qui durent un moment et poursuivent leur mouvement. Cette révélation panthéiste d'un hypokeiménon préformel a une touche extrêmement anti-kantienne, même schopenhauerienne. Le noumen comme volonté qui produit le phénomène comme effet, et illusion transcendantale. Il n'est pas étonnant que juste 4 ans après, avec Guattari, ce monde soit rebaptisé désir. Une scène qui y réapparaît avec obsession est celle du fond qui monte à la surface, le monstre. Pour Deleuze, il y a un domaine de ce qui est, monde de l'identité, et un domaine de ce qui devient, monde de la différence. Être un peu brutal est nécessaire pour souligner la distinction, et répéter encore une fois qu'il s'agit du même monde en répétant le mot d'immanence, le Saint-Esprit, n'est pas éclairant à cet égard. Plus intrigante et moins soulignée est la tension entre les deux domaines. Le terme d'immanence est probablement le plus utilisé par les commentateurs de Deleuze. Son importance est évidemment de premier ordre. Cependant, on a déjà tellement écrit sur ce sujet qu'on a souvent l'impression que son sens se dilue dans la réitération d'une série de formules. Ce texte choisit une autre voie. Ne pas s'étendre trop abondamment sur l'immanence, mais essayer de déterminer ce à quoi elle se confronte. Nous croyons ainsi qu'il est crucial, dans les études deleuziennes, d'évoquer les opérations de la transcendance avec plus de précision. De cette façon seulement on obtiendra plus de clarté, de surcroît, pour ce qui est du concept d'immanence. Quels sont ces mécanismes ? Comment la transcendance se produit-elle à partir de l'immanence ? Le présent livre traite précisément de ce problème. En toute logique, aucun travail de recherche ne peut aborder un sujet d'une telle envergure sans plusieurs déterminations. Pour cette raison, l'on se consacre à l'étude d'un philosophe en particulier. Le choix n'est pourtant pas hasardeux. Il s'agit d'un penseur paradigmatique en ce qui concerne la transcendance spécifiquement moderne. Deleuze ne renonce pas à la thèse de l'inconnaissabilité de la chose en soi, qui caractérise l'idéalisme transcendantal, mais il renvoie le problème de la connaissance in toto à l'image dogmatique ou morale de la pensée, en le convertissant en un trait propre à la représentation, dont il trace la généalogie et dont il revendique la destitution. Le problème de la connaissance est en fin de compte, pour Deleuze, un faux problème, conséquence d'un mode déficient de construction du réel qui repose sur des termes dérivés, sujet, objet, jugement. La tâche qui s'impose est de produire un rapport cohérent de la genèse de ces termes et ainsi de montrer que ce qui compte, c'est l'articulation des problèmes et non pas le choix des solutions, comme on choisirait des marchandises au supermarché, la production du réel plutôt que sa consommation responsable.
De la sorte, que la chose en soi soit inconnaissable n'implique aucune barrière infranchissable. Cela souligne simplement qu'il est impossible d'y accéder du point de vue de la représentation, qui est essentiellement une façon de soumettre la multiplicité à l'identité, entre le moi et le champ transcendantal, entre phénomène et objet, entre moi et moi-même, et ce bien qu'on ne puisse pas précisément reprocher à Kant cette dernière identité. La représentation est toujours représentation de la différence. Et si représentation il y a, c'est parce qu'il y a aussi une présentation. C'est sur cela que repose la philosophie de Deleuze, la recherche permanente des présentations de la différence. Il faudra donc déterminer quelles sont ces présentations, étant donné que la connaissance n'en est pas une. Le sublime kantien sera l'outil par excellence dont Deleuze se servira à maintes reprises pour penser le franchissement des limites de la représentation et l'ouverture au monde nouménal de la différence non médiatisée par l'identité, depuis la rencontre dans la sensibilité qui nous force à penser dans différence et répétition jusqu'à la faillite des schémas sensorimoteurs dans l'image-temps. Le concept deleuzien d'empirisme transcendantal consiste en cette recherche des présentations de la différence, dans lesquelles la sensibilité occupe un rôle primordial. 3. La relation de Deleuze avec Kant est complexe. Dans ses études sur le cinéma, Deleuze parle de la figure de l'intercesseur. Les intercesseurs sont par exemple ceux à qui un réalisateur donne la parole. Or, quelque chose de curieux se passe dans l'action de donner la parole. Non que le réalisateur parle à travers eux. Comment cela serait-il possible en premier lieu ? Toutefois, avec leurs paroles ou dans leurs paroles surgit un discours qui n'existait pas préalablement. Deleuze conçoit ce phénomène comme celui d'un lien entre le réalisateur et ses personnages, ou plutôt, d'un discours qui se tisse entre eux, et qui place rétroactivement en tout cas les deux parties dans une certaine position. C'est ce que Deleuze appelle la fabulation. La relation de Deleuze avec la plupart des philosophes sur lesquels il a écrit peut être pensée en ces termes. Pour mentionner la triade classique, Spinoza, Nietzsche et Bergson sont manifestement des intercesseurs pour Deleuze. Entre Deleuze et eux, un discours indirect libre se construit. Ce n'est pas le cas avec Kant. On connaît la sentence deleuzienne selon laquelle il aurait écrit le livre sur Kant, comme un livre sur un ennemi. Néanmoins, il est évident qu'il déteste par exemple Descartes. Pourtant il ne s'est jamais intéressé à écrire un livre sur lui. Par ailleurs, il n'a jamais exprimé des sentiments d'animosité envers Kant. Dans l'Abécédaire, il dit qu'il y a un soubassement qui l'enthousiasme mais que ce qui est construit dessous ne lui dit rien, que c'est un système du jugement avec lequel il voudrait en finir, mais qu'il ne juge pas. Cela doit être pris en compte pour un auteur comme Deleuze, pour qui l'affectivité est un aspect intrinsèque de la philosophie. Si l'on compare cette réaction avec celle qu'il a face à la mention de Wittgenstein, et que l'on fait attention à ce qu'il dit par la suite sur Kant, il ne reste plus aucun doute sur l'importance de la philosophie kantienne pour les études deleuziennes. Or il y a un autre aspect fondamental vis-à-vis de Kant, c'est un auteur moral. La morale est partout chez lui. C'est cet aspect qui déplaît à Deleuze qu'il critique. La morale n'est pas seulement au fondement de la pratique, mais aussi de la connaissance et même de l'expérience des phénomènes anomaux, le beau, le sublime, les êtres vivants. Ils sont anomaux dans un sens précis, l'entendement ne peut légiférer sur eux. Cette moralité ubiquiste chez Kant se manifeste aussi dans une autre figure qui pour Deleuze est terrifiante, celle du tribunal. Deleuze le lit en kafkaïen. Le système du jugement est une chose absurde, si l'on ne croit pas à la morale. L'autodétermination sur le mode kantien semble le plus cruel des destins. Deleuze, comme Nietzsche, et au contraire de Kant, ne croit pas à la morale, ce qui est bon. Dans un entretien, Deleuze dit « Kant est l'incarnation parfaite de la fausse critique, pour cette raison il me fascine. Seulement, quand on se trouve devant une œuvre d'un tel génie, il ne peut pas être question de dire qu'on n'est pas d'accord. Il faut d'abord savoir admirer. Il faut retrouver les problèmes qu'il pose, sa machinerie à lui. C'est à force d'admiration qu'on retrouve la vraie critique. La maladie des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent plus rien admirer, ou bien ils sont contre, ils situent tout à leur taille et bavardent et scrutent. Il ne faut pas procéder ainsi. Il faut remonter jusqu'au problème que pose un auteur de génie,
jusqu'à ce qu'il ne dise pas dans ce qu'il dit pour en tirer quelque chose qu'on lui doit toujours, quitte à se retourner contre lui en même temps. Il faut être inspiré, visité par les génies qu'on dénonce. Suivons alors son conseil et essayons de retrouver quelques-uns des problèmes posés par Kant. Le thème kantien par excellence est peut-être celui des limites de la raison. Il n'y a pas de raison chez Deleuze, il parle par contre de pensée. C'est logique puisque le mot de raison est surdéterminé par les idéaux du rationalisme, que Deleuze critique. Mais il parle abondamment des limites de la pensée. De même que pour Kant, les concepts sans intuition sont vides. En revanche, les intuitions sans concept, précisément parce qu'elles sont sans concept, ne sont pas aveugles, et elles sont exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons l'habitude de croire que nous sentons des objets. Nous ne cesserions pas de le faire, si quelques objets ne se refusaient pas à être reconnus comme tels. C'est l'idée fondamentale que Deleuze récupère du sublime kantien. Ce qui ne se laisse pas reconnaître et que l'on sent toutefois intimement, das Unheimliche freudien, provoque un mouvement dans l'âme. Ce qui rejette la recognition pour Kant est donné en premier lieu par l'imagination. C'est elle qui rencontre sa limite. Elle se heurte à sa propre impossibilité quand quelque chose est trop grand, sublime mathématique, ou trop puissant, sublime dynamique. Pour Deleuze, à la différence de Kant, cela est donné en premier lieu par la sensibilité. Un sens consistant du terme d'empirisme transcendantal réside dans cette primauté de la sensibilité. Transcendantal signifie universel et nécessaire. Si Deleuze fait une philosophie transcendantale, c'est parce qu'il y a en elle une universalité et une nécessité, bien que cette nécessité surgisse de la contingence et cette universalité des singularités. Penser est nécessaire quand nous nous voyons contraints par une circonstance, tandis que si nous nous proposons seulement de penser, la nécessité ne s'impose pas. L'un des nombreux paradoxes qui peuplent la philosophie deleuzienne, c'est que, pour que la pensée soit nécessaire, elle doit surgir d'une rencontre contingente. L'universalité deleuzienne n'en demeure pas moins paradoxale. Elle ne se base pas sur une identité ni sur une ressemblance partagée par une pluralité d'individus, comme la généralité empirique. Si c'était le cas, ces individus seraient déjà constitués préalablement ou indépendamment de l'universalité. L'universalité à laquelle Deleuze pense en revanche, c'est une universalité qui produit ou génère les individus. Trans est toujours relatif à une frontière, mais ce qu'on fait avec cette frontière varie. La frontière étant donnée, le transcendantal peut en marquer les bords, mais il peut aussi être ce qui la traverse. Le transcendantal, ce sont les limites. Mais les limites ne sont pas ce qui sépare sans être en même temps ce qui met en relation. Les catégories étaient pour Kant transcendantales en ce qu'elles étaient des conditions d'une expérience possible, et dans ce sens, elles s'identifiaient aux frontières de ce qui pouvait être connu, et non pas à ce qui pouvait être pensé ou éprouvé. Pour Deleuze, en revanche, le transcendantal est l'être univoque, parce qu'il s'affirme de toutes ses différences individuantes. Or, cette affirmation ne se fait qu'en traversant les frontières. 4. Il y a, depuis la fondation aristotélicienne de la métaphysique, un ennemi juré de l'univocité, l'analogie. Si dans la philosophie médiévale la figure de Thomas d'Aquin s'érige en porte-drapeau de la réponse analogique à la question de l'être, dans la philosophie moderne c'est sans doute Kant le représentant par excellence de cette posture. Le contraire de l'univocité, c'est l'équivocité. L'expression la plus parfaite de l'équivocité ontologique est la sentence aristotélicienne, l'être se dit en plusieurs sens. Pourquoi de plusieurs façons ? Parce qu'il se dit comme quantité, comme qualité, comme temps, lieu, etc. Cependant, si tout restait dans la pure dispersion d'une simple homonymie, l'ontologie comme science n'aurait pas un objet et ce qui est pire, plus tard Dieu et la création n'auraient pas de commune mesure. Si nous disons que l'être créé est, et en même temps qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'être créé et l'incréé, que dire du statut ontologique de la divinité ? Deleuze expose ce problème avec un fin sens de l'humour. Alors le point d'hérésie de l'équivocité c'est que ceux qui disaient que l'être se dit en plusieurs sens et que ces différents sens n'ont aucune commune mesure, comprenaient qu'à la limite ils préféraient dire « Dieu n'est pas », plutôt que dire « il est », dans la mesure où « il est » était un énoncé qui se disait de la table ou de la chaise. Ou alors il est d'une tellement autre manière, d'une manière tellement équivoque,
tellement différente et sans commune mesure avec l'être de la chaise, avec l'être de l'homme, etc. Que à tout bien considérer, il vaut mieux encore dire il n'est pas, ce qui veut dire il est supérieur à l'être. Mais s'ils avaient le sens des jeux de mots, ça devenait très dangereux, il suffisait qu'ils insistent un peu sur Dieu n'est pas. S'ils étaient discrets, ils disaient Dieu est supérieur à l'être, mais s'ils disaient Dieu n'est pas, ça pouvait mal tourner. Il fallait arriver à un compromis entre la synonymie, l'univocité de l'être qui conduisait au panpsychisme, et l'homonymie totale, l'équivocité de l'être qui conduisait à la théologie négative. L'être se dit en plusieurs sens, mais il se dit au premier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.